Ne pas voir aussi le design comme une recette de cuisine. C'est-à-dire se dire, les étapes, c'est ça, donc je vais faire ça, 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 je vais enchaîner ça comme ça. Voilà, il faut se dire qu'à chaque problématique, on va devoir mettre en place des solutions, enfin des méthodologies en fait sur mesure pour arriver à la solution en fait. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureux d'accueillir Carole Lemay qui est UX designer et facilitatrice. Bonjour Carole, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît à nos auditeurs? Oui, alors comme tu le disais juste à l'instant, effectivement, donc je fais de l'UX design depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis maintenant à mon compte depuis 5 ans et avant j'étais salariée. Et donc en fait, ma spécialité plus dans la partie UX, c'est toute la partie en fait, recherche utilisateur parce que du coup je suis issue d'un master en psychologie et ergonomie D'accord. et toute la partie, voilà, stratégie UX, facilitation, voilà, toute la partie amont plutôt des projets. D'accord. Et sur quel type de mission tu interviens aussi bien dans la forme que dans le temps? Alors du coup, j'interviens sur des missions plutôt courtes parce que du coup, je suis plutôt spécialisée dans la partie conseil et formation et puis, dans les domaines sur lesquels j'interviens, c'est des domaines très variés. Je peux autant intervenir dans l'industrie que, voilà, dans le pharmaceutique, enfin vraiment des missions très différentes et mes clients sont aussi très différents parce que j'ai autant des petites entreprises que des grands comptes, donc c'est assez varié et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans le métier. D'accord, super. Et pourquoi es-tu devenu designer? Donc en fait, moi à la base j'étais pas designer parce que j'ai fait des études d'ergonomie, donc j'étais ergonome et au fur et à mesure que je me suis auto-formée, j'ai pris connaissance en fait de toutes les méthodes design et en fait c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup plus large que ce qu'on peut penser en France, en tout cas avec la connotation que le design peut avoir et du coup voilà, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est vraiment de pouvoir, proposer des solutions à des problèmes en fait qui permettent en fait d'améliorer le monde, d'améliorer, voilà, les services qui existent en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse. D'accord. Et qu'est-ce que le design représente pour toi? Donc aujourd'hui, tu en parlais un petit peu. Alors ce qui représente pour moi, c'est vraiment, voilà, alors moi c'est vraiment du design centré utilisateur, donc je vais prendre en compte les besoins, des usagers, enfin ou des utilisateurs. Je vais prendre en compte aussi, les besoins aussi, du client en fait, de la personne qui veut mettre en place son service et faire matcher les 2 en fait. Donc c'est vraiment ça pour moi la vision que j'ai du design, c'est de trouver un compromis justement entre les 2 pour que ce soit utile autant pour le client, enfin pour mes clients, que pour les usagers et que voilà, que ça puisse apporter vraiment de la valeur et qu'il y ait vraiment quelque chose, qui puisse, être utile en fait. C'est vraiment l'utilité et qui est importante aussi. D'accord, super, merci. Aujourd'hui, on va parler de facilitation avec toi, Carole, puisque c'est l'une de tes compétences. Et tu vas nous dire en quoi consiste la facilitation, qu'est-ce que ça amène dans une entreprise. Peux-tu d'abord, on va d'abord commencer, c'est quoi la facilité des ateliers en entreprise, à quoi ça sert, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, à quoi ça sert de faciliter les ateliers en entreprise? Ça sert en fait à faire travailler les gens ensemble. C'est vrai que, enfin, le truc que j'en remarque souvent, c'est que les personnes en entreprise, quand elles veulent travailler ensemble, elles font des réunions. Et les réunions, souvent, elles sont pas forcément cadrées, elles sont pas très souvent pas bien menées et cetera. Donc en fait, on passe beaucoup de temps à faire des réunions pour essayer de prendre des décisions, mais au final, à la fin, on n'a toujours pas pris de décision, on sait toujours pas qui fait quoi et cetera. Donc ça peut être vraiment, voilà, c'est enfin tout ce qui tourne autour de la réunionnite en fait, qui est vraiment problématique. Donc vraiment pour moi, les ateliers en particulier, c'est vraiment,
de faire en sorte que pendant qu'on se réunit, on va être proactif, on va produire des choses, on va être, voilà, qu'on va être actif et on va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir décider des choses, et cetera. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est très important dans la partie atelier. Après, la facilitation, c'est vraiment faire en sorte, que, ça se passe bien. Donc, voilà, faut prévoir en amont, voilà, l'ordre du jour, et cetera. Donc vraiment tout bien préparer, c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. En règle générale, comme une réunion, on va juste blablater sur un ordre du jour, c'est pas du tout le cas. D'accord. Et alors, donc, quel est ton rôle dans ces ateliers, en fait, alors? Alors en fait, c'est vrai que, quand on pense, justement design, facilitation, et cetera, il y a en fait 2 postures à avoir, en fait. C'est que, la posture de facilitateur ou facilitatrice, on peut aussi parler d'animateur ou animatrice, de l'atelier. C'est qu'en fait, on va être plutôt en posture de, personne neutre qui n'a pas forcément le savoir. On va être juste là pour réguler la réunion, enfin l'atelier, Hmm. pour que tout se passe bien en fait, voilà, pour que tout se déroule bien. Mais on va pas être là en position de sachant et de personne qui sait des choses, et cetera. On sait des choses, mais on va vraiment faire en sorte de, canaliser en fait, la réunion. Mais on va pas être là pour donner notre avis en fait. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux, Carole, s'il te plaît, nous donner des exemples de types d'ateliers auxquels tu peux participer ou auxquels tu as déjà participé, s'il te plaît? Oui, alors des ateliers, il y a plein de cas d'ateliers différents. Pour chaque atelier, il va y avoir un but et en fait, c'est que les ateliers à chaque fois, ils sont sur mesure. C'est-à-dire que le client va avoir besoin de faire quelque chose et donc moi, je vais proposer des exercices et un déroulé qui va être sur mesure par rapport à ce qu'il a envie de faire. D'accord. Par exemple, ça pourrait être un atelier sur, j'ai besoin de trouver des idées, donc on va faire un brainstorming. Donc en fait, on va faire un atelier d'idéation, donc trouver de nouvelles idées en fait. Donc il y a tout un déroulé, pour ça. Ça peut être un atelier qui peut être, par exemple, pour de la prise de décision. J'ai besoin de prendre une décision, comment on fait? J'ai besoin de faire un état des lieux sur mon projet. Donc et en fonction de tout ça, je vais proposer des ateliers qui sont différents avec des exercices, sur mesure. D'accord, ok. Est-ce que il y a un temps limité par atelier? C'est des choses que tu as déjà conçues auparavant, puisque ça fait plusieurs années que tu fais ça. Et donc tu as, j'imagine, préparé déjà des masters ou des ateliers type. Oui, 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 j'ai déjà des ateliers types, effectivement. À force d'expérimenter, et cetera, on arrive à avoir des déroulés qui peuvent se ressembler, mais c'est vrai que, enfin, ce qu'on va devoir faire aussi, c'est en fonction des données qu'on a en amont aussi. Hmm. C'est-à-dire que les clients, ils n'ont pas toujours les mêmes données, le même taux d'avancée dans le projet, et cetera. Donc ça, faut bien la période vraiment de brief, avec le client est hyper importante. Enfin, clairement, quand on pense atelier, on pense que animation de l'atelier pendant l'atelier, mais le travail de préparation est très, très important. D'accord. Ça te demande, quand tu dis travail très important en amont, ça veut dire que par exemple, ça te demande plus de 50% du temps? Ouais, grosso modo, franchement, quand je fais un atelier, par exemple, d'une demi-journée de 3-4 heures, par exemple, D'accord. ça me demande, ouais, minimum, ouais, je pense une bonne demi-journée aussi. D'accord. Et ouais, et après, il y a le compte rendu aussi. D'accord, ok, d'accord, ok. Et du coup, comment que tu, par exemple, tu disais, tu parlais à l'instant du compte rendu, comment que tu arrives à faire le compte rendu entre l'organisation, bon ça c'est un fait parce que c'est juste avant, et pendant t'es animatrice, mais comment que tu arrives à faire le compte rendu? Tu fais un shoot vidéo, audio, tu fais comment? Ou écrit? Non, je fais pas d'audio vidéo. En fait, l'atelier, quand on le prépare, on prépare en fait beaucoup de choses qui vont servir pendant l'atelier pour les gens vont être actifs en fait. Donc on va préparer des espèces d'exercices où en fait les gens vont produire des choses qu'on va pouvoir réutiliser dans le compte rendu derrière. Donc D'accord, par exemple, on va produire des espèces de templates, des choses que quand on est en physique, c'est plutôt sur des paperboards. Quand d'accord, on est en virtuel, ça va plutôt être sur des tableaux virtuels, justement, comme Miro, Mural, etc. d'accord. Et du coup, ça, c'est les personnes qui vont le remplir. Donc voilà, c'est pas nous qui avons le savoir. Donc c'est eux qui vont faire l'exercice. Nous, on va juste être là pour timer, pour voilà, expliquer les exercices, etc. On va aussi, nous, écouter ce que les gens vont dire parce que ça va nous permettre aussi de faire le compte rendu. Et les gens vont écrire, noter, dessiner, coller, enfin voilà, faire tout un tas d'activités. Et à la fin, on pourra prendre une photo
du rendu qui est visuel en fait. D'accord, ok, d'accord, on comprend mieux. Carole, est-ce que tu peux nous donner par exemple un type d'atelier que tu aimes bien, s'il te plaît? Oui, alors, dans des ateliers, j'ai des exercices, mais en fait, les exercices que j'aime bien, c'est surtout les exercices, en fait, d'intelligence collective, de tout ce qui est idéation, donc trouver des nouvelles idées, soit avec des images, soit même mettre en image ces idées. Donc par exemple, il y a un exercice que j'aime bien, c'est, en fait, le poster. Donc on va mettre, sur un poster, la vision qu'on a d'un service et donc ça se fait avec des collages, des découpages de magazines, des dessins, enfin, des choses qui sont assez basiques, qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est de se dire que tout le monde peut participer, qu'il n'y a pas de savoir-faire, de savoir dessiner ou quoi. Il y a pas tout ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire des ateliers ludiques, en fait, de passer par les jeux et de détourner des jeux en fait qui existent pour justement proposer autant des choses qui sont vraiment efficaces sur le fond, mais aussi dans la forme, justement pour que les gens sortent un peu de leur quotidien et arrivent à construire des choses voilà, cohérentes, de manière sérieuse, mais voilà, tout en s'amusant, quoi. D'accord, ça a l'air vraiment, effectivement, ça a l'air très sympa. Est-ce que, donc du coup, tu disais que tout à l'heure, c'était plutôt sur des demi-journées. Est-ce que tu as des ateliers qui peuvent durer sur plusieurs jours, s'il te plaît? Alors, plusieurs jours, non, enfin, en fait, j'ai déjà fait des ateliers de une journée, mais enfin, dans un projet, des fois, j'ai plusieurs ateliers d'une journée, mais qui sont plutôt répartis dans le temps. D'accord. Donc du coup, c'est rare quand ça s'enchaîne. Quand ça s'enchaîne, c'est plutôt des design sprints. Moi, je suis moins une spécialiste du design sprint. Je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion encore d'en animer de A à Z. D'accord, très bien. Et donc, il y a une autre question qui m'intéresse aussi, c'est quelle est ta posture et est-ce qu'il y a besoin de qualités spécifiques pour être animatrice ou animateur ou facilitateur ou facilitatrice? Euh, oui, alors en fait, déjà, il faut avoir des connaissances, je pense, en tout ce qui est dynamique de groupe, en fait. Donc comment gérer un groupe, donc déjà ça, c'est même pas être facilitateur ou facilitatrice, enfin, enfin si, mais c'est déjà comprendre les comportements humains. Comment je vais gérer une personne qui est très très bavarde? Comment je vais faire pour gérer une personne qui n'a pas envie de participer à cette activité? Donc voilà, il y a déjà toutes ces connaissances à avoir de comment on va gérer les personnes. Ensuite, il y a des connaissances à avoir effectivement dans les exercices qui peuvent exister. Il y a voilà, de bien organiser tout. Ouais, enfin, voilà, je pense qu'il faut avoir des qualités humaines aussi, voilà, de relationnel, etc. Faut être bien organisé, faut bien timer. Enfin, il y a plein de choses à savoir en fait. C'est vrai que c'est quand même une gymnastique. Et je pense qu'il y a une qualité aussi qui est importante, c'est de savoir en fait de savoir s'adapter en fait. Parce que enfin, ça m'est déjà arrivé, enfin c'est pas souvent mais ça arrive, qu'en fait j'ai prévu un atelier, j'arrive en atelier et finalement j'ai d'autres infos qui émergent pendant l'atelier et en fait je suis obligée de changer tout l'ordre du jour en plein milieu de l'atelier. D'accord. Donc toujours avoir une réserve et le fait de connaître tous ces exercices, d'en connaître au moins un bon paquet, ou au moins les basiques, ça permet justement de vite se réadapter pour éviter de faire un truc qui ne sert à rien en fait. D'accord. Et alors, par exemple, tout à l'heure, tu le disais, comment que tu réagis par rapport à une personne qui est soit très bavarde ou une autre qui est complètement repliée sur soi-même? Alors en fait, c'est vrai qu'il y a des techniques en fait, les gens vont pas être à l'aise avec les mêmes choses. Hmm, Donc déjà, il y a des techniques aussi, enfin, déjà pour que ce soit pas monotone, mais aussi que pour que tout le monde soit à l'aise, c'est que du coup, on va alterner les moments, par exemple les moments où les personnes vont réfléchir seules à un problème, les moments où ils vont devoir réfléchir en petits groupes, les moments où on va devoir réfléchir en grands groupes. Donc du coup, on peut alterner comme ça. Et effectivement, après, il y a plein, enfin, on peut timer les exercices, enfin, on peut voilà, chronométrer des exercices. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place justement pour que tout le monde puisse s'exprimer, pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise également. Et alterner aussi la typologie des exercices, faire des choses qui sont peut-être un peu plus concrètes et sérieuses en quelque sorte, alterner avec des choses qui sont beaucoup plus ludiques et créatives pour que tout le monde puisse s'y retrouver.
D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu es facilitatrice alors? En fait, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai animé un atelier, c'était en 2014. D'accord, ok. Je m'en souviens très bien parce que j'étais salariée et en fait, j'avais découvert tout un monde parce que du coup, j'étais dans une équipe design et on m'avait donné des conseils sur, voilà, des exercices à faire et je m'étais dit: «Waouh, en fait, on peut vraiment faire des exercices, hyper efficace, de manière rigolote, avec des gens et là j'ai trouvé que c'était très efficace et depuis, je m'en passe pas en fait. Et alors, quel est le résultat en fait dans une société où tu es intervenu pour faire un ou des ateliers par rapport à leurs habitudes, par exemple, où ils faisaient beaucoup de réunions? En fait, c'est que je trouve que quand on fait des réunions, il y a rien de concret, il y a rien de palpable en fait. Alors que franchement, quand on fait des ateliers, on fait des choses en live en fait. C'est qu'on va produire des choses. Donc par exemple, produire, je sais pas moi, on a besoin de prioriser, de faire un plan d'action par exemple, sur la suite à donner sur un projet. Du coup, on a un exercice qui est prévu pour ça en fait. On a des exercices avec des votes, avec des choses qui permettent de prioriser et en fait, au lieu de parler pendant 2 heures de «Ah ben oui, qui est-ce qui va faire quoi et comment on s'organise et nin sans méthodologie, en fait, là, c'est hyper efficace et franchement, en une demi heure, ça peut être plié, quoi, enfin, selon les projets. Donc là, typiquement, j'ai un atelier en ligne qui est prévu là, vendredi. C'est une demi heure pour juste faire un plan d'action et répartir les tâches sur des chantiers, en fait. D'accord, ok. Ah oui, effectivement. Et côté client, quel est le résultat et, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à cette démarche-là, par rapport à ce qu'ils avaient avant? Moi, les retours que j'ai de manière plus spontanée, c'est, ce qu'ils aiment bien déjà, c'est le format. Donc vraiment avoir des choses qui sont, voilà, plus ludiques et vraiment efficaces et avec des supports visuels, en fait, qu'après on peut même réutiliser, qu'on peut même afficher, en fait, dans ses bureaux, sur certaines choses. Par exemple, un atelier sur la vision d'un produit, après on peut reprendre les éléments, du paperboard, les afficher dans son bureau et cetera. Donc déjà on a des choses qui sont plutôt, visuelles et produites et aussi le fait que, en fait, ils sont acteurs et ils sont pas passifs, en fait, pendant la réunion, comme c'est le cas souvent dans les réunions. Donc Hmm. là, ils sont acteurs et en fait, le fait, d'être acteur, d'avoir participé et cetera, ça a aussi d'autres avantages. C'est que, déjà, ça va permettre aussi, d'avoir, une moindre résistance au changement. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui se mettent en place grâce à ces méthodes, en fait, participatives. D'accord. Du coup, ils abandonnent les réunions? En fait, moi, alors j'ai encore enfin, c'est des choses qui sont en cours de préparation de mon côté, mais j'ai jamais encore formé de clients à devenir complètement autonome sur ces ateliers. C'est des choses que je suis en train de déployer, enfin, c'est des formations que je propose déjà, mais que voilà, qui c'est un peu compliqué à vendre comme Hmm. toute formation. Mais du coup, ouais, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que les clients, après, ils soient autonomes là-dessus. C'est que du coup, je leur donne des exercices types, des exercices clés qu'ils peuvent réutiliser, des trucs très faciles à mettre en place, D'accord. pour prendre des décisions tous les jours et se débrouiller avec et sortir le bon exercice au bon moment quand ils en ont besoin dans le projet. Donc ça serait ouais, ça serait mon rêve, quoi. D'accord, ok. Et donc ça veut dire que les clients tes clients aujourd'hui, ils alternent entre sur un gros sujet, ils te font intervenir et sur des sujets moins importants, ils continuent leur réunion, c'est ça? Pas forcément, c'est plus que en fait, moi, ils vont m'appeler sur un sujet et en fait, moi, je vais tout faire par des ateliers. Mais après, effectivement, ils continuent leur vie, normale avec leurs réunions à côté, dans leur entreprise, quoi. D'accord, ok, très bien. Et alors, quelles sont les difficultés en fait que tu peux rencontrer en tant que facilitatrice? Alors, déjà, la première difficulté, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est de gérer le groupe, Ouais, parce que c'est pas toujours facile. Bon, enfin, dans la plupart des cas, quand même, ça se passe bien parce que les gens sont bienveillants et tout, il y a pas de problème. Mais bon, parfois, il peut y avoir quelques éléments perturbateurs qui peuvent être difficiles à gérer. Et puis après, c'est vrai que la difficulté aussi, je pense, mais ça, c'est pour le design aussi de manière générale, c'est que malgré le fait que quand même on ait des choses, des livrables à la fin, des choses qu'on voit, c'est vrai que je pense que
de manière générale dans le design, les gens ont du mal encore, je pense, à payer des choses qui sont un peu du jus de cerveau en quelque sorte, Hmm. et qu'on va beaucoup plus avoir tendance à vouloir payer des choses qui sont concrètes, comme par exemple des maquettes ou des choses comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile à vendre, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que j'ai plus de mal à vendre des choses qui vont porter plus sur la stratégie, enfin, sur ce genre de choses qui a vraiment une valeur énorme, parce que justement, c'est pas du palpable en fait. Et Hmm. donc, voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Et que du coup, ouais, voilà, comparé aux maquettes par exemple, et puis après, c'est vrai que quand on n'est pas habitué aussi, je pense quand on débute, peut-être que la difficulté, ça peut être aussi de devoir rester neutre en fait. Parce que, enfin, comme pour la recherche utilisateur en fait, le truc c'est qu'on n'est pas là pour donner notre avis et qu'on veut récolter l'avis des autres. Hmm. On veut récolter tout ça, donc en fait, rester le plus neutre possible, c'est hyper important. Ouais, puis surtout, j'imagine que, que c'est que bah, les intervenants te posent la question, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, Euh, mais j- ouais, voilà, enfin, quand je fais de la recherche utilisateur, quand les gens me demandent la réponse, j'aime bien répondre par une question. Par exemple, quand je suis en test utilisateur, les gens me disent alors c'est comme ça qu'il faut faire? Ben, je sais pas, d'après vous. Et hop, après, ils repartent. c'est vrai que Ça marche bien. je pense que c'est une question qui revient sans cesse. Ouais. Est-ce que il y a dans les ateliers que tu mets en place, est-ce qu'il y a besoin d'un nombre de personnes, d'un nombre nécessaire de personnes minimum ou maximum? Ouais, carrément, super question. Oui, bah, le nombre de personnes minimum, bah, c'est vrai que quand on fait un atelier d'intelligence collective, si on est bah, 2, c'est plus difficile. Enfin, on peut, hein, mais Hmm. c'est un peu moins riche. Donc, je dirais qu'à partir de 5, ça commence à être pas mal. En plus, on commence à pouvoir faire des petits groupes et tout, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, je trouve que enfin, le max du max pour moi, quand même, c'est 15 quoi. Enfin, 15 personnes. Enfin, sinon, on peut faire plus, mais ça veut dire qu'ils vont travailler tout le temps en petits groupes, quoi. Enfin, en grand groupe, ça va être juste faire pour le partage ou des choses comme ça. D'accord. On peut faire des ateliers avec beaucoup de personnes, mais du coup, ça va être. Bah, c'est faisable, hein. Moi, j'ai déjà animé des ateliers avec beaucoup de personnes, mais déjà, bah, pour l'animateur, c'est compliqué parce que du coup, il faut gérer tout le monde, il faut gérer tous les groupes. Et en fait, au bout d'un moment, même nous, on n'arrive plus à suivre en fait. Quel groupe a dit quoi? Enfin, il faut que ce soit sur des enjeux qui soient pas hyper importants. On n'a pas besoin d'être super concentré. Donc là, ça peut valoir le coup. En ligne, si on fait ça en ligne, c'est possible hein, de faire des ateliers en ligne. Ça marche très bien avec les outils qu'on a. Et du coup, ouais, en ligne, moi, j'ai déjà fait des ateliers en ligne avec ouais, plusieurs dizaines de personnes. C'est pareil, en fait, ils travaillent quasiment tout le temps en groupe parce que sinon ils peuvent pas interagir entre eux, ils sont trop nombreux en fait. D'accord. Et quand tu disais tout à l'heure que tu avais fait des ateliers avec plus de 15 personnes, est-ce que tu imagines, ou est-ce que peut-être que tu l'as déjà fait, de faire des ateliers avec un autre facilitateur ou une autre facilitatrice? Oui, 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 ouais, ouais, j'ai déjà fait, mais c'était plus pour des choses, des ateliers comment dire, d'initiation, par exemple au design thinking ou des choses comme ça, plutôt D'accord. des choses dans l'événementiel. Une fois, on était monté jusqu'à, je crois, 80 participants. Ah oui, Et du coup, je sais plus combien on était de facilitateurs, on était ouais 6 ou 7, je sais plus. On était d'accord. Ok. Ah oui, effectivement. Oui, puis je pense que même oui, au niveau préparation, C'était super je- sympa, franchement. au niveau préparation et gestion, ça doit être énorme. Bah, en fait, comme c'était un truc d'initiation, un peu de formation gratuite en quelque sorte, Hmm. enfin, c'était pas moi qui avais géré l'organisation, c'était Laura Choisy, qui est sur Nantes. Et du coup, en fait, elle avait l'habitude déjà de faire ce type d'événement, donc elle avait déjà un déroulé qui existait. Et puis nous, on était tous facilitateurs ou facilitatrices, et du coup, elle nous avait briefé avant avec le déroulé, et franchement, ça marchait très bien, quoi. D'accord. Puis il n'y avait pas d'enjeu derrière, enfin, il n'y avait pas de livrable, il n'y avait rien de. C'était juste une initiation, donc il n'y a pas de. Oui, il y avait pas d'enjeu, oui, d'accord. Ok, Non. très bien. Mm. Est-ce que tu as évalué le nombre d'ateliers que tu as réalisés depuis 2014? Oula, non, j'en ai aucune idée.
J'en ai Et aucune idée. est-ce que c'est et alors peut-être une autre question, est-ce que c'est t'en réalises combien à peu près par an? J'en sais rien en fait. En plus, ça dépend des mois. Il y a des mois, j'en fais plein, il y a des mois, j'en fais presque pas. D'accord, Mais j'en sais rien du tout. J'en sais rien, je dirais au moins 3 par mois, je sais pas. d'accord. Ok, C'est non. super difficile, je sais pas trop. D'accord. Et alors, une autre question. D'après toi, quel était l'atelier le plus difficile? Alors après, je te laisse réfléchir sur la difficulté et tu vas nous expliquer d'ailleurs peut-être pourquoi il était difficile aussi. Ouais. Alors le plus difficile, c'est dur comme question. Je sais pas si c'est le plus difficile, mais j'ai réalisé un atelier il y a pas très longtemps. J'étais pas hyper satisfaite de ce que j'avais fait. D'accord, Parce que du coup, bah, déjà, en fait, à la base, en fait, c'était un client qui m'avait demandé de faire un atelier, mais en fait, il m'avait demandé il y a longtemps. On n'était pas encore confinés, donc on devait le faire en physique. ouais, Finalement, ça s'est fait en ligne. Donc, bah, les ateliers en ligne, j'ai vraiment l'habitude parce que j'en ai fait plein. Sauf que là, c'était vraiment sur un sujet un peu long et complexe, avec un service Blueprint. d'accord, Et du coup, en fait, le client n'avait pas beaucoup de budget. Du coup, j'ai pas pu faire un atelier très long, donc ça a duré 3 heures. Donc sinon, j'en aurais fait plus. Enfin, pas forcément plus d'heures dans la même journée, mais enfin, en tout cas, en plusieurs fois. d'accord, Et du coup, ouais, je trouve que c'était compliqué parce que bah, on n'a pas pu tout faire, quoi, parce que c'est trop long, quoi. Il y avait trop de trucs à faire dans le d'accord, temps imparti. Donc au final, avec le budget qu'il avait, enfin, de toute façon, je l'avais prévenu en fait qu'on n'aurait pas le temps de tout faire, mais c'est que du coup, là, du coup, alors ce qui est bien, c'est que du coup, il a quand même un template, un truc qu'il peut reprendre. En fait, ce que je lui ai conseillé après dans mon compte rendu, c'est que du coup, il peut reprendre le tableau qu'on avait utilisé pendant l'atelier pour continuer tout seul sur certaines parties, etc., sur lesquelles d'accord. il a pas besoin de moi. Hmm, Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que, en fait, quand on fait des ateliers en ligne, on a le temps de faire moins de choses que quand on est en physique. En physique, on fait plus de choses. d'accord, Donc, du coup, quand on a voilà, un budget serré, voilà, avec des contraintes, etc., ça peut être un peu frustrant en fait. d'accord. Et c'est parce que t'étais insatisfaite parce que t'es pas allé jusqu'au bout des ateliers que tu avais prévus dans ton template, c'est ça? En fait, disons qu'on avait fait le minimum légal, quoi. Mais enfin, c'est vrai que j'aime bien aller jusqu'au bout. J'aurais aimé aller plus dans le conseil, etc. Et en plus, enfin, c'est compliqué aussi de tout suivre, surtout quand on est à distance. Là, il y avait deux groupes, en fait, deux groupes de quatre. D'accord. Et quand on est en physique, c'est hyper facile parce que deux groupes de quatre, bah, on va de l'un à l'autre, etc. Hmm, Et en fait, on entend d'une oreille un peu distraite ce qui se passe dans l'autre groupe. hmm. Sauf que là, en fait, comme ils sont à distance, ils sont chacun dans des salles virtuelles. Et du coup, en fait, je suis obligée de switcher, d'aller d'une salle à l'autre, d'écouter un peu ce qui se dit. Mais en fait, je peux pas tout suivre, en fait. D'accord, ok, Et d'accord. du coup, c'est ça qui est un peu compliqué quand on est sur des. En fait, disons que quand on est sur des problématiques simples, etc., on peut très très facilement faire des ateliers à distance et tout, mais quand on est sur des problématiques beaucoup plus complexes, du coup, c'est plus difficile, je pense. D'accord, ok, très bien. Et donc, le pendant de la question, c'est pour toi, quel était ou quel est l'atelier le plus facile à mettre en place et le plus rapide peut-être aussi? Bah après, il y a des choses qui sont très faciles à mettre en place. Là, il y a AGN Smart là, qui ont sorti une espèce de compilation en fait, enfin, un atelier tout prêt en fait à mettre en place. C'est le Lightning Decision Jab. Et en fait, enfin, c'est tout prêt en fait. En gros, ça commence par un speedboat. Donc un speedboat, on met à plat en fait les problématiques qu'on a avec les points positifs, les points négatifs, etc. Ensuite, on va voter pour les éléments négatifs qui nous posent le plus problème. Ensuite, on va reformuler ça comme un how might we, donc comment pourrait-on. Donc en fait, c'est reformuler ce problème-là en problématique précise. Et ensuite, il y a une petite séance de brainstorming, d'idéation. Et ensuite, on vote pour les meilleures idées. Et, enfin, voilà. Et c'est tout un déroulé qui est déjà tout fait. Et du coup, voilà, il y a plein de templates ou de choses qui sont déjà tout prêts. Et voilà, là, c'est clairement un enchaînement d'exercices qui est déjà tout fait, tout timé, tout. Voilà. Hmm, Donc, ça, c'est hyper facile à mettre en place quand on débute, par exemple.
Durant le confinement, ouais, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein d'exercices, plein de templates, d'outils qui étaient très pratiques, justement pour nous éviter de tout préparer, parce que enfin, préparer un template d'atelier en ligne, c'est très long, parce que du coup, il faut tout préparer, tout coller, les consignes, coller tous les éléments, les bloquer, enfin, il y a plein de choses à faire, ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage. Et en fait, du coup, il y a des plateformes qui existent où du coup, on peut trouver des templates, on peut trouver plein de choses. J'ai mis des éléments sur mon blog, justement, si vous voulez retrouver ces liens-là, vous pouvez aller voir, et franchement, ça fait vraiment gagner du temps, quoi. Ouais, c'est vrai que sur Miro ou Mural, il y a déjà des templates qui existent, Mhm. autant des timers, etc., de toutes formes, de l'iconographie, etc. Et je reviens sur NGN Smart, tu en parlais. Donc NGN Oui. Smart, c'est une agence américaine. Et effectivement, sur le Lighting Decision Jam, j'en parlais également dans un épisode précédent Mhm. du podcast. Bon, très bien, merci. Est-ce que tu disais tout à l'heure que tu allais former que tu aimerais former des gens? Ça, c'est un projet que tu as pour 2021? Oui, tout à fait. En fait, je suis en train de. En fait, je propose déjà ce type de formation sur mon site, mais c'est des formations qui sont plutôt en présentiel et peut-être plus pour des personnes qui veulent faire ça, qui veulent faire ça dans leur entreprise. Mais du coup, comme moi, je suis pas référencée en fait, Datadoc, etc. Donc, je D'accord, pense que c'est pour ça que j'ai plus de mal peut-être enfin, peut-être les personnes voilà, veulent se faire rembourser les formations, ce que je peux comprendre. Mais du coup, je vais mettre en place pour 2021 des formations plutôt en ligne. Donc voilà, qui seront voilà, peut-être plus accessibles et plus faciles voilà, pour s'inscrire ou quoi, peut-être pour des freelances ou des personnes qui veulent vraiment monter en compétences là-dessus. d'accord, Donc voilà, j'ai dans l'idée de, voilà, pour l'instant, j'ai trois formations en tête. J'ai une formation sur toute la partie psychologie ergonomie que je donne déjà depuis plusieurs années en fait dans différentes écoles. Et après, j'ai une formation donc vraiment sur cette partie-là, la facilitation à distance, que je suis en train de réaliser. Et après, voilà, j'ai aussi une formation aussi sur tout ce qui est voilà, la posture de facilitateur, etc. d'accord, ok. Est-ce que sur la facilitation, ces formations, elles dureraient combien de temps? Ben, pour moi, ça serait des formations courtes parce que c'est des formations en ligne, donc pour pas que ce soit trop pénible, moi j'imaginais des formations plutôt d'une journée max, quoi. D'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si les auditeurs et toi, vous avez écouté l'épisode sur la facilitation graphique de Stéphane Rock et que j'avais fait au début de mon podcast. Et effectivement, il formait également des facilitateurs et Mhm. il disait que voilà, ça durerait une journée maximum, quoi. Mhm. Il y avait pas Ouais. besoin de plus, que c'était pas nécessaire, quoi. Après, il parlait surtout que c'était de l'expérience et voilà qu'il fallait essayer de le faire, de le mettre en place assez rapidement parce que c'était assez intéressant et c'était l'expérience qui parlait après quoi. Oui, bah ouais, je rejoins tout à fait ce qu'il dit. Pour moi, c'est vraiment de l'expérience aussi, et puis même, enfin, expérimenter des choses. Moi, il y a plein d'exercices que j'ai, enfin voilà, que j'ai modifiés, que j'ai retravaillé, etc. Ou me dire, bah tiens, cet exercice-là, là, c'est marqué sur le livre qu'il faut 30 minutes, mais en fait, tu peux le faire en un quart d'heure si tu le fais comme ça. Enfin, du coup, D'accord. effectivement, faut se remanier tous les trucs. Et comme je disais, après, au fur et à mesure qu'on avance, on peut aussi changer son atelier en live quand on voit que ça va pas, quoi. D'accord, ok. Donc ça veut dire que lorsque tu fais tes ateliers, tu as toujours un coup d'avance t'as déjà dans une poche quelque part, tu as déjà un atelier qui est déjà prêt au cas où, quoi. Bah, je le fais pas comme ça parce que du coup, maintenant, en fait, en fait, à force de préparer des ateliers, j'ai plein d'exercices dans ma tête. D'accord. Donc en fait, je les sors justement au moment. En fait, si je vois que bah non, en fait là, à ce moment-là, il faut prendre une décision, je vais rajouter un truc de prise de décision, un petit exercice rapide là-dessus. Voilà, enfin, je vais modéliser, je vais modifier pardon bah, les exercices pendant l'atelier, quoi. Mais non, je prépare pas deux ateliers parce que je peux pas savoir ce qui va se passer en live en Oui, 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 fait. tout à fait. D'accord. Oui, Ouais. d'accord. Ok. Au bout de toutes ces années d'expérience, qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, alors ce que je retire de ça, c'est que déjà, ça me permet
de travailler comme dans le design de manière générale, dans des domaines complètement différents. Donc en fait, quand je vais animer un atelier sur un sujet que je ne connais absolument pas, c'est très intéressant parce que du coup, j'apprends plein de choses. Et puis, autre chose aussi, c'est que les gens, souvent quand ils arrivent en atelier, il y en a un certain nombre qui disent ne pas être créatifs, qui disent ne pas avoir d'idées, qui disent ne pas savoir dessiner, qui voilà, qui se sentent pas forcément à l'aise avec ce type d'exercice, mais qui à la fin, enfin, quand ils sortent de là, ils sont super contents, ils se sont rendus compte que ils étaient vraiment, voilà, super créatifs et à la fin, on a vraiment des idées géniales avec des personnes qui, au départ, ne pensaient pas pouvoir sortir ces idées-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout l'enthousiasme, toute cette, voilà, cette boule d'énergie, en fait, qui ressort de là. Et je trouve que quand on ressort de là, on est hyper énergisé. Je trouve ça vraiment super. Et tout à l'heure, tu parlais les différentes entreprises dans lesquelles tu es passé. Quel est l'atelier le plus extraordinaire, en tout cas l'entreprise dans laquelle la plus lointaine de ton univers où tu as expérimenté un atelier? Waouh, question difficile. Euh, ouais, j'ai fait des ateliers qui étaient très intéressants dans le domaine de la pharmacie. D'accord, Du coup, le médical, j'y connais absolument rien. Et du coup, c'était ouais, c'était assez intéressant. C'était ouais, pour un logiciel pour des pharmaciens. d'accord, Et du coup, on avait fait tout un atelier justement. Il y avait des formations, enfin, c'était tout un suivi en fait avec des formations et des ateliers qui étaient entrecoupés à chaque fois. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'au départ, dans cette entreprise, ils étaient partis en disant que bah, comme il y avait des product owners sur chaque fonctionnalité, etc., ils pensaient travailler chacun sur un produit, mais en fait, le produit était unique, c'était le logiciel de manière globale. Et du coup, ça, ils ne le voyaient pas forcément parce qu'ils avaient chacun leur problématique, chacun leur équipe, chacun, voilà, du coup, c'était un peu compliqué. Et à la fin, c'était génial parce que du coup, on a construit une vision commune et ils m'ont dit, ah ouais, on voit enfin qu'on travaille sur le même produit. Et je me dis, tiens, Banco, on a gagné. Ben, génial. Carole, est-ce que tu peux nous dire quelles erreurs as-tu fait pendant ces ateliers, s'il te plaît? Oui, non, je n'ai jamais fait d'erreur, voyons. Non, non, j'ai pas jamais fait d'erreur. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que là où j'ai fait des erreurs, c'est plus dans la gestion des personnes. Pour moi, c'est le truc le plus difficile. Mais en fait, c'était même pas pendant des ateliers, c'était tout au début où j'ai commencé à travailler, où du coup, je commençais justement à gérer des groupes avec des focus group que je menais en fait dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. D'accord. Et en fait, c'est plutôt là que j'ai vraiment fait des erreurs. Je me rappelle d'une fois où je suis tombée sur une personne voilà, qui était vraiment en leader négatif, donc une personne qui déconstruisait tout ce que je faisais, tout ce que je disais, alors que moi j'étais juste là en facilitatrice, en plus je ne donnais même pas mon avis. Mais du coup, voilà, elle était vraiment là pour mettre tout le monde à dos contre moi, en fait. Enfin, pas moi, mais en tout cas contre l'image que je représentais de l'entreprise, en fait, dans laquelle j'étais. Et du coup, suite à ça, c'est vrai que je m'étais sentie vraiment démunie parce que je savais pas comment faire et je pense que j'étais pas assez préparée. Et bah, suite à ça, j'avais fait du coup une formation justement spécifique sur l'animation des groupes qui m'a beaucoup servi justement pour savoir comment gérer telle ou telle typologie de personnes. Mais bon, ça m'est arrivé une fois. Enfin, je veux dire, c'est pas le genre de profil qu'on rencontre tous les 4 matins, donc mais enfin, ouais, c'était hyper enrichissant et du coup, bah, maintenant voilà, je sais comment réagir. Mais c'est plutôt, ouais, sur la partie humaine, je trouve, qui est vraiment plus compliquée où des fois, parfois, j'ai des fois des personnes qui me disent, «Ah non, je suis pas à l'aise avec ce truc» ou «J'ai pas envie» ou enfin, ça peut arriver, c'est rare, hein, mais bon, ça arrive et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'embarquer tout le monde, c'est compliqué. Mmh. D'accord. Et par exemple, qu'est-ce que tu fais si quelqu'un te dit bah, j'ai pas envie de faire cet atelier, tu la mets dans un coin, tu fais quoi? Non, à ce point-là, ça m'est jamais arrivé d'avoir des gens aussi réfractaires. Souvent, c'est que je sens qu'il y a un truc. Donc, soit je vais les voir en aparté, je leur dis est-ce que ça va, ça se passe bien. Enfin voilà. Des fois, ils me disent bah j'ai pas bien compris. Ou enfin voilà. Du coup, essayer voilà, de les mettre plus à l'aise. Ou des fois, je sens qu'ils sont un peu réticents, mais comme ils ont la pression du groupe, en fait, du coup, ils font comme les autres. Et du coup, et à la fin, en plus, souvent, ils sont très contents. Donc oui, c'est vrai que souvent il y a aussi un côté en entreprise où il faut être sérieux, faut voilà, faut faire des choses un peu pénibles au travail, enfin voilà, des choses un peu sérieuses. Donc quand on arrive avec un côté ludique, avec des jeux, avec des Lego, avec des voilà, des choses qui sont un peu qui sortent de l'ordinaire, ça peut un peu surprendre.
certaines personnes. Mais après, en fait, quand ils voient aussi l'enthousiasme des collègues qui s'amusent à faire des constructions Lego, des choses comme ça, du coup, ça les met aussi dans l'ambiance, quoi. Et alors le pendant de cette question, c'est quelle réussite es-tu fier? De quelle réussite es-tu fier? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, enfin, déjà, de quoi je suis fière, bah, c'est d'arriver, ouais, d'avoir réussi à faire tous ces ateliers vraiment différents, avec des populations différentes aussi. Je fais beaucoup aussi enfin, toutes mes formations aussi, même que je fais de manière générale, que ce soit avec des étudiants, avec des professionnels, c'est souvent le plus possible sous format pratique, donc sous format un petit peu atelier. D'accord. Et en fait, ça, c'est. Enfin, en fait, déjà, c'est voilà, juste de voir l'enthousiasme des gens après quand ils sortent et qu'ils se disent ouais, c'était. Franchement, je me suis amusée et en même temps, j'ai appris des choses. Ça, je trouve ça super de se dire bah, qu'en fait, on peut être au travail et s'amuser et faire des choses très très sérieuses. Et ça, je trouve ça chouette en fait. D'accord. Oui, certainement. Pour terminer l'interview, il y a les trois questions fil rouge. Donc Mhm. la première, c'est dans quelle société aimerais-tu travailler et pourquoi? Alors, du coup, j'ai pas forcément de société en tête. Moi, enfin, du coup, je me suis mis à mon compte maintenant depuis presque 5 ans. C'est vraiment, en fait, ce qui me plaît dans être à mon compte, c'est que je me suis construit mon métier sur mesure en fonction de mes envies. Parce que je trouvais que dans les sociétés dans lesquelles j'étais trop contrainte. Et moi, je voulais faire beaucoup plus de choses. Donc, en fait, je me suis créé mon métier sur mesure, en fait. Et typiquement, dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, je voulais faire de la facilitation d'atelier. Et en fait, j'ai pu en faire que rarement parce que du coup, ils ne voulaient pas me laisser la main dessus. Parce qu'il y avait d'autres personnes voilà, qui voulaient travailler dessus. Enfin, du coup, il y avait des histoires politiques. Enfin, bon, c'est. Et du coup, voilà, c'est un peu l'image que j'ai des entreprises, c'est que du coup, on est dans une petite case et du coup, il faut bien y rester. Et ça, c'est vraiment pas pour moi. Moi, je veux toucher un peu à tout. Je suis en train de me former là en ce moment à la facilitation graphique. Et donc voilà, vraiment de faire vraiment quelque chose de sur de mon métier vraiment sur mesure. C'est vraiment ce qui m'intéresse en fait. Il y a vraiment une cohérence dans ce que je veux faire, mais avec voilà des compétences multiples qui viennent se complémenter en fait. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon côté freelance. D'accord. Mais finalement, c'est peut-être bien que tu aies rencontré des difficultés dans ta dernière entreprise, parce que du coup, ça t'a permis de te libérer, de te mettre à ton compte et aussi de te former. Oui, mais ouais, c'est ça. Mais enfin, clairement, en fait, je me rendais compte que les entreprises dans lesquelles j'étais vraiment à l'aise, c'est les entreprises où ils me laissaient faire ce que je voulais, en fait. Hmm. Et du coup, c'est là où je me sentais le mieux, où je pouvais vraiment faire mon sur-mesure tout en ayant vraiment bah, une vision entreprise, on est d'accord, mais au moins adapter mon poste à ce que j'ai envie de faire, à mes compétences, etc. Et pas me dire, bah non, t'es dans le service machin, donc tu peux pas aller faire telle activité parce que c'est l'autre service qui s'en occupe, quoi. Bah ouais, tout à fait, ouais. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Moi, enfin, je pense que dans le design, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont issues de plein de domaines différents, donc qui sont complémentaires, donc qui a vraiment de la place pour tout le monde. Moi, ce qui va peut-être me différencier par rapport aux autres, c'est que je suis issue d'un parcours en psychologie et ergonomie, donc j'ai vraiment cette sensibilité justement, voilà, avec les gens, la relation avec les humains, etc. Donc autant pour la facilitation, pour la partie recherche utilisateur, deux compétences que j'ai plus développées en fait dans mon parcours. Ça me permet voilà, d'avoir vraiment ces compétences-là. Et puis aussi la partie ludique, en fait. Voilà, essayer de faire en sorte le plus possible qu'on s'intéresse au fond, mais aussi à la forme. Et voilà, et travailler vraiment avec des méthodes vraiment sympas où on passe un bon moment et tout en faisant des choses très très sérieuses. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment que tu vois ton métier dans 10 ans? Bah, ça, je suis incapable de te répondre parce que du coup, je sais même pas comment je me vois dans un an. Parce que du coup, enfin, notre métier, il évolue extrêmement vite en fait. Déjà, enfin, de par la conjoncture, du coup, avec de l'hyper spécialisation, en ce moment, on est en train de s'hyper spécialiser dans certains domaines de l'UX. On D'accord. voit l'UX writing, l'UX stratégie, l'UX research, etc. Hmm. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, moi j'ai énormément d'idées en fait, et donc je suis tout le temps en train de faire évoluer mon métier, tout le temps en fait,
Mais c'est tout le temps en fonction de mes centres d'intérêt, de ce que je vois, qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, une espèce de cohérence, mais tout en allant piocher des choses partout en fait. C'est-à-dire que quand je fais par exemple ma veille, je vais autant à des meet-up de personnes qui font du coaching, que des meet-up qui font de l'agilité, que des meet-up de design, que des meet-up. Et en fait, du coup, ça me permet de me nourrir de plein de métiers différents, mais pour lesquels on a des choses en commun en fait. C'est travailler avec de l'humain, faire de la facilitation, travailler avec des méthodes itératives. Enfin voilà, tout ce qu'on retrouve en fait dans les méthodes qu'on utilise, que ce soit design thinking, UX, Linux, enfin, tous ces trucs-là, on a toujours des points communs qu'on peut aller chercher justement chez les autres. D'accord. Je vois que, par exemple, il y a tout à l'heure, on citait Miro ou Mural, il y a peut-être d'autres outils qui ont des templates. Est-ce que tu penses que ces types d'outils-là qui utilisent des templates à l'intérieur peuvent Mhm. venir manger ou empiéter sur ton travail ou ton activité? Non, pas du tout, parce qu'on va être obligé d'avoir des gens pour les utiliser, pour réguler ça. Si tu dis juste aux gens, tenez, voici le template, débrouillez-vous avec ça, bon, je pense que, ouais, peut-être qu'ils vont y arriver, mais enfin, ils vont avoir des questions, puis il faut que ça s'enchaîne dans un truc, il faut organiser la séance, il faut timer, enfin, il y a plein de choses à faire. Et nous, au contraire, moi, je pense que c'est des aides pour nous faciliter notre travail à nous. Et moi, enfin, je trouve ça génial, tous ces outils. Enfin, moi, ça m'aide énormément. Enfin, ça me fait gagner un temps fou, en fait, ces outils. Et non, je pense pas que ce soit des outils qui vont nous remplacer. C'est juste des outils qui viennent enfin, nous aider, en fait. D'accord, ok, c'était une question. Et alors donc pour conclure sur cette interview, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs? Oui, le conseil, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est voilà, d'être curieux et d'aller voir ce qui se fait chez les autres. De pas rester cantonné juste, tiens, je suis designer, je vais voir que ce que font les designers, parce que enfin, je trouve que c'était pas assez enrichissant et qu'on peut vraiment se nourrir des autres métiers et qu'on est complètement complémentaires. Et même des fois, il y a des gens qui font du design sans appeler ça du design. Donc, enfin, voilà. Et enfin, je prévois justement une série d'articles là-dessus, montrer qu'en fait, on est tous complémentaires, voilà, on peut vraiment s'enrichir les uns les autres. Donc je pense que ça, c'est hyper important. Et puis ne pas voir aussi le design comme une recette de cuisine. C'est-à-dire se dire, les étapes, c'est ça, donc je vais faire ça, 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 je vais enchaîner ça comme ça. Voilà, il faut se dire qu'à chaque problématique, on va devoir mettre en place des solutions, enfin des méthodologies en fait sur mesure pour arriver à la solution en fait. Et donc, ouais, ça c'est hyper important. Et puis, autre conseil aussi, c'est voilà, vraiment essayer, oser, bon, sans faire n'importe quoi, bien entendu, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et ça rejoint aussi un autre combat que j'ai aussi à titre perso, qui est vraiment le féminisme en fait. Parce que du coup, je vois et j'en discute beaucoup. J'ai énormément de femmes qui me demandent des conseils, voilà, qui sont en reconversion, des choses comme ça, et qui osent pas en fait se lancer, faire des choses. Donc voilà, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, femmes ou même pas que femmes, de voilà, d'oser faire des choses, euh, essayer de sortir de sa zone de confort. Tant qu'il n'y a pas d'impact grave derrière, enfin, je veux dire, on n'est quand même pas des chirurgiens en train de sauver des vies. Je pense qu'on peut se permettre justement voilà, d'essayer des choses, de rentrer en contact, ou si on n'est pas à l'aise, on peut le faire en binôme, on peut trouver, ça c'est pareil aussi, de partager avec les autres, plus vous donnez, plus vous partagez, plus vous allez recevoir. Donc éviter d'être vraiment enfermé sur soi et de se dire qu'on va nous piquer nos idées quand on est freelance, on peut voir des concurrents partout, mais c'est pas enfin moi je ne vois pas les personnes comme des concurrents, je vois les personnes comme des, voilà, des collaborateurs, des collaboratrices qui peuvent vraiment m'apporter des choses et sur lesquelles je peux compter en fait, qui peuvent me faire progresser. Eh bien, merci beaucoup, Carole. C'est vrai qu'en plus, quand on est freelance, c'est particulier d'être seul chez soi ou chez un client et que ça fait du bien de partager
avec d'autres freelances, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, Je je pense pense que qu'on partage les mêmes, les ouais, mêmes ouais, valeurs. ouais, ouais, je pense que c'est important parce que sinon on reste cloisonné et enfermé dans sa bulle et du coup Mmh. on a peu d'échanges. C'est un peu comme avoir des échanges finalement avec ses collègues de travail, quoi. Donc je pense que Mmh. c'est important. En tout Ouais. cas, bah, merci beaucoup pour cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous pourrez vous initier bientôt au métier de facilitateur ou facilitatrice. En tout cas, bah, si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu contacter Carole. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et en tout cas, bah, merci beaucoup, Carole, d'être intervenue sur Design Plus. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir écouté. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci, Carole. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout. Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _ podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!